Bonjour à tous. Nous allons maintenant ouvrir la première table ronde de la matinée, qui concerne les actualités législatives et réglementaires, en la présence de Jérôme, qui s'est présenté tout à l'heure, de Stéphane Pontoiseau, qui est en charge de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché, et de moi-même, Philippe Sourla, en charge de la direction de la gestion d'actifs. Alors Jérôme, je crois que c'est toi qui vas ouvrir avec un certain nombre de sujets européens. Tout à fait. Merci Philippe. Il y a une mise à plus, un truc. Alors peut-être un élément de contexte pour commencer que j'ai rappelé tout à l'heure. Je vais passer très vite parce que je pense que vous le savez. La Commission européenne est en train de débuter son mandat. Et donc d'ores et déjà, nous commençons à voir un peu une couleur sur les thématiques réglementaires qu'elle compte aborder dans les années qui viennent. Son mandat a été préparé par la publication d'un ensemble de rapports, parmi lesquels le rapport Draghi est sans doute celui qui a reçu le plus d'attention médiatique, mais il y a aussi le rapport L'État. En France, il y a le rapport Noyer. Et puis il y a un rapport qui est cher au cœur de l'AMF, puisque nous y avons contribué, qui a été publié, comme vous savez, par l'ESMA. La Commission a déjà publié un certain nombre de choses, notamment elle a publié en janvier ce qu'elle appelle le EU Competitiveness Compass, qui vise à orienter les travaux de la Commission. Elle a également publié le 26 février un paquet simplification sur lequel je vais revenir, et elle a lancé une consultation publique sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Ce qu'on peut en dire à ce stade, c'est que ce mandat va être placé sous le signe de la compétitivité de l'Union européenne. Un certain nombre de réglementations vont être revues à l'aune de cet objectif de compétitivité. Et il faut donc s'attendre, comme à chaque fois en début de mandature d'une Commission européenne, à ce qu'il y ait beaucoup de sujets ouverts, avec une incertitude assez forte sur la façon dont les co-législateurs choisiront de s'en saisir ou pas. Et je mentionne comme autre priorité, alors qui est une priorité très domestique, mais qui émerge aussi au niveau européen, qui est la question du financement de la défense, dont les interactions avec la réglementation financière sont un peu plus incertaines, mais on peut quand même anticiper que des sujets qui nous concernent directement et qui vous concernent directement, du coup, émergeront dans ce domaine. Je passe sur cette slide qui vous présente une sorte de panorama synoptique des différentes contributions qui ont été fournies à la Commission en amont de son mandat, qui montre qu'il y a quand même 3 sujets, grosso modo, qui sont très très largement partagés. Le premier, c'est la question de la supervision européenne, qui est un sujet qui, comme vous savez, avait été très débattu il y a quelques années au moment de la revue des ESA. Le deuxième sujet, c'est la titrisation. Et le troisième sujet, c'est la simplification. Ce sont les thématiques qui sont très très largement revenues dans l'ensemble de ces rapports. Alors, première incarnation de cette nouvelle mandature, le paquet de simplification sorti le 26 février cette année, dit Omnibus. Alors pourquoi c'est un omnibus? C'est parce qu'en fait c'est un texte qui modifie plusieurs autres textes. En réalité, c'est d'ailleurs 2 textes qui modifient plusieurs autres textes dans cette optique de simplification et qui reviennent sur des textes phares du paquet vert de la mandature précédente, en particulier la directive CSRD, qui entrait progressivement en application depuis le 1er janvier 2024, avec 3 vagues d'entreprises qui étaient assujetties dans la version initiale du texte à un cadre de reporting extra-financier considérablement renforcé par rapport à ce qui existait. Ce qui existait, c'était la directive NFRD, et la directive CSRD est à la fois en termes de champ et de perspective est beaucoup, beaucoup plus vaste. La Commission a donc publié une proposition et même plusieurs propositions législatives pour simplifier et repousser une partie de l'application de la directive CSRD. Il comprend un projet de directive Omnibus qui traite uniquement les questions de calendrier, qu'on appelle dans le langage de la Commission européenne le paquet Tick the Clock. Donc celui-là, il a uniquement pour but en fait de permettre un décalage du calendrier de mise en œuvre de CSRD pour les vagues 2 et 3, le temps que les co-législateurs aient pu revoir les règles sur le fond. Il y avait urgence, puisque pour les vagues 2 en particulier, c'est la prochaine clôture en fait. Et il y avait, je dirais, particulièrement urgence en France, puisque en France, on a transposé la directive CSRD dans son intégralité, et donc les émetteurs de la vague 2 étaient déjà en train de préparer en fait leur reporting. Et puis il y a un projet de directive
plus général, cette fois qui traite de sujets de fond et qui modifie les directives audit, comptabilité, CSRD et CS3D, qui lui est le véhicule d'une réflexion de fond sur la refonte de ce paquet de textes relatifs au reporting extra-financier. Et puis je mentionne, parce que ça pour le coup, je pense que c'est peut-être d'intérêt pour vous, il y a une consultation qui est en cours, cette fois sur les textes de niveau 2 du règlement dit taxonomie, qui sont soumis à consultation jusqu'au 26 mars. Si je vais essayer d'être très rapide là-dessus, vous expliquer ce qu'il y a dans le paquet Omnibus. Bon, à titre principal, hein, le paquet Omnibus, dans la partie qui concerne le fond, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit énormément le champ d'application de la directive CSRD en introduisant un seuil de 1000 salariés. Il réduit aussi les exigences de reporting en introduisant des dispositions qui notamment visent à éviter qu'il puisse y avoir une cascade de demandes de reporting faites par les grands émetteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs, leurs donneurs d'ordre. Ça, c'est pour le volet CSRD. L'autre texte très emblématique qui concerne moins directement l'AMF, c'est celui qui est à droite là, qui est la directive sur le devoir de vigilance européen, la directive CS3D. Et là encore, la perspective du paquet Omnibus, c'est en fait de réduire le périmètre des due diligence occasionnés par ce paquet qui était très critiqué. Merci Jérôme. Je vais maintenant évoquer rapidement donc, les orientations de l'ESMA sur la dénomination des fonds. Donc, il y a un texte qui a été rédigé à une époque où les préoccupations de simplification étaient peut-être un peu moins prégnantes. Et à l'époque, la préoccupation principale, hein, c'était toutes les critiques qui avaient été exprimées sur les limites du cadre européen, notamment de SFDR, en matière de prévention des risques de greenwashing. Et donc l'ESMA avait souhaité prendre une initiative pour essayer d'adresser ces questions de greenwashing en s'inspirant des travaux qui avaient été menés par la SEC aux États-Unis à l'époque sur la dénomination des fonds. Alors la difficulté à laquelle l'ESMA s'est assez vite confrontée, c'est le fait qu'elle n'avait pas de mandat pour rédiger ses orientations. Et donc, quelque part, elle s'est retrouvée obligée à s'accrocher à des concepts et à des définitions qui étaient issus des textes existants, notamment de SFDR. Donc il y avait une forme de circularité quelque part dans le raisonnement, puisqu'on cherchait à résoudre des difficultés qui provenaient de SFDR en étant obligé de s'inspirer de SFDR finalement pour établir ses orientations. Donc dans ce contexte, l'AMF s'est mobilisée pour essayer d'obtenir un certain nombre de clarifications sur ces orientations, ce qui a donné lieu en décembre à la publication de plusieurs Q&A, notamment sur la thématique des green bonds, qui était une classe d'instruments financiers qui était assez mal prise en compte dans la version initiale des orientations, et également sur la question des armes controversées, puisqu'en fait la rédaction des orientations avait donné le sentiment à certains lecteurs, à certaines parties prenantes, que l'ESMA avait voulu élargir le périmètre des armes controversées par rapport aux définitions existantes dans le règlement benchmark. Et donc l'ESMA est venu clarifier que ce n'était pas le cas. Voilà, ces clarifications sont utiles et ont conduit l'AMF à se conformer à ces orientations, sachant que ces orientations posaient par ailleurs une question d'articulation avec la réglementation nationale existante, donc ce qu'on appelle la doctrine 2020-03, pour deux raisons. La première étant que cette doctrine, donc l'AMF a toujours été très clair dès le début sur le fait que c'était une doctrine temporaire dans l'attente de l'arrivée de textes européens pérennes et satisfaisants. Et puis d'autre part, ces orientations pouvaient conduire potentiellement à un chevauchement de règles, puisque cette doctrine 2020-03 prévoyait elle aussi des règles sur la question de la dénomination des fonds. Donc la décision qui a finalement été prise par l'AMF concernant cette question d'articulation a été de ne pas abroger la doctrine 2020-03 pour deux raisons. La première étant qu'il nous semblait que les garanties apportées par les orientations de l'ESMA en matière de prévention des risques de greenwashing n'étaient pas satisfaisantes, en partie pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et puis par ailleurs, il nous semblait que notre perception était que ces orientations étaient un texte lui-même également temporaire, puisqu'il était fondé sur SFDR, dont la révision est déjà prévue. Et donc il nous semblait que relâcher les règles en matière de prévention des greenwashing dans l'attente d'une révision qui était susceptible de les renforcer peu de temps après était plus source d'instabilité que de stabilité et donc non souhaitable. Alors pour autant, quelques ajustements ont été effectués sur le périmètre de la doctrine pour abroger les règles qui concernent la dénomination des fonds, donc éviter ce chevauchement, ce qui conduit à un ensemble de règles qui est, on va dire, cohérent
et qui, en termes de compétitivité et d'attractivité, traite de la même façon, pour l'essentiel, les fonds étrangers et les fonds français, puisque désormais, c'est le sens du petit tableau que vous avez sous les yeux, il y a un ensemble unique de règles qui concerne la dénomination des fonds, qui est régi par ces textes européens de l'ESMA. Et pour tout ce qui concerne la documentation commerciale, c'est le pays de commercialisation qui entre en compte et non pas le pays de domiciliation du fonds. Donc, en cas de commercialisation en France, ce sont les règles de la doctrine 2020-03 qui s'appliqueront pour tous les fonds, français ou étrangers. Et à l'étranger, ce sont les règles locales qui s'appliquent. Bonjour à tous. Nous allons faire ensemble sur la partie marché un petit peu de révision au sens scolaire du terme, puisque je commencerai par aborder 3 textes qui étaient déjà publiés ou qui venaient de faire l'objet d'un accord politique au moment de la journée RCSI 2024. Donc vous avez un certain nombre de slides assez détaillés dans le book que je survolerai pour certains afin de me concentrer sur les sujets d'actualité. Donc, je commence par la revue de MIFIR-MIFID, une revue qui s'est étalée sur 2 ans de négociations, qui aboutit à la publication d'un texte en mars 2024, donc juste avant la précédente journée RCSI, avec une entrée en vigueur qui devait intervenir le 28 mars. Je rappelle toutefois que l'ESMA et la Commission ont publié des communiqués dans le même temps pour préciser les modalités pratiques et le calendrier pratique d'application d'un certain nombre de régimes qui ne pouvaient en pratique être mis en œuvre qu'une fois les textes de niveau 2 les précisant publiés. Donc, les principaux thèmes abordés par cette revue, donc pour mémoire, les consolidated tapes, je dirais consotapes pour la suite, le coût des données de marché, des évolutions sur la transparence pré- et post-négociation, sur l'obligation de négociation sur plateforme des actions et de certains dérivés, sur les paiements pour flux d'ordre et sur le reporting des transactions. Donc, s'agissant des consotapes, retenez simplement que le texte prévoit 3 types de consotapes qui seront mis en place à l'issue d'un appel d'offres organisé par l'ESMA pour 5 ans sur chacune des classes d'actifs, en commençant par les obligations, puis les actions et ETF, et enfin les dérivés OTC. Vous avez sur ce slide un petit récapitulatif des données qui seront ainsi rendues publiques. Donc le principe, évidemment, c'est une contribution obligatoire des données à ces consotées par les plateformes de négociation et par les dispositifs de publication agréés, avec en contrepartie, évidemment, des éléments de rémunération pour les différentes parties prenantes. En termes de calendrier, l'appel d'offres pour la consotape obligataire a été lancé en début d'année, suivra celle sur les actions au second semestre de l'année, et enfin l'appel d'offres concernant le consotape dérivé début 2026. Sur les données de marché, le concept de base commerciale raisonnable était déjà présent. Retenez simplement qu'il est remonté, l'essentiel des orientations de l'ESMA sont intégrées au niveau 1 et par ailleurs un texte de niveau 2 vient préciser les exigences. Sur ce point, le projet de RTS a été publié par l'ESMA et devrait être adopté d'ici l'été. Là, je vais passer très vite sur les slides relatifs à la transparence des marchés. Donc, les principales évolutions, c'est la transformation ou le remplacement du double volume cap par un single volume cap, des allègements sur la transparence pré-négociation pour le non-equity, des évolutions sur les différés de publication s'agissant de la transparence obligataire, avec un RTS qui a été publié en fin d'année dernière. Des évolutions aussi assez techniques sur les internalisateurs systématiques, certaines allant plutôt dans un sens d'allègement, d'autres dans un sens de renforcement, avec par exemple la possibilité d'exécuter au midpoint sans contrainte au regard du régime de tick size, ou à l'inverse des exigences plus fortes en termes de taille de cotation minimale.
Sur la structure de marché, le champ de l'obligation de négociation, donc dite STO en bon français, est redéfini notamment pour traiter le cas particulier des valeurs qui sont offertes à la négociation sur des plateformes de pays tiers dans une devise locale. Et s'agissant de l'obligation de négociation sur les dérivés, l'introduction d'un pouvoir de suspension de cette obligation par la Commission pour certaines contreparties financières sous un certain nombre de critères à remplir. J'insiste un peu plus sur l'interdiction des paiements pour flux d'ordre. Vous avez en tête que c'est l'interdiction pour les entreprises d'investissement agissant pour le compte de clients retail ou professionnels de percevoir des frais, commissions ou avantages non monétaires en contrepartie de l'exécution ou du routage des ordres de ses clients vers un lieu de négociation, un lieu d'exécution unique. Donc cette interdiction s'applique pleinement en France. Elle est optionnelle dans le sens où les textes permettaient à un État membre d'opter out et donc de dispenser ces établissements de cette interdiction uniquement pour les clients résidents ou établis dans l'État en question. Donc l'ESMA publie la liste des États membres qui ont fait ce choix. Je vais vous faire gagner un petit peu de temps, il n'y a que l'Allemagne sur cette liste. En tout état de cause, l'interdiction deviendra généralisée au 1er juillet 26. Je passe à un point un petit peu plus technique et d'actualité récente, qui est celui des obligations déclaratives, en l'occurrence le reporting des transactions. Donc vous avez une consultation qui a été menée par l'ESMA qui s'est achevée au mois de janvier. Nous sommes dans la phase d'analyse des réponses avec pour ambition la publication d'un rapport final à la fin du premier semestre et une adoption par la Commission avant la fin d'année en vue d'une entrée en vigueur fin 2026. Donc ça paraît un petit peu lointain, mais ces évolutions-là exigent des évolutions informatiques et donc il est très important que vous les anticipiez. Sur le fond, il y a des évolutions du périmètre qui ne sont pas majeures, mais il y a à la fois des transactions et des instruments qui entrent dans le périmètre et des instruments et des transactions qui en sortent. Alors c'est un petit peu subtil. Ce qui entre dans le périmètre notamment, ce sont certains dérivés purement OTC, comme par exemple des CDS clearés portant sur un établissement bancaire systémique. À l'inverse, les dérivés OTC qui sont en dehors de cela traités exclusivement de gré à gré sortent du champ alors qu'ils pouvaient dans certains cas être captés lorsqu'un dérivé équivalent était traité sur une plateforme. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez un autre joli schéma ici qui j'espère vous sera utile pour guider vos informaticiens qui devront coder le périmètre des transactions reportables. Ils auront certainement besoin de votre aide aussi, ne les laissez pas tout seuls face à ça. Et sur le fond, il y a des évolutions de contenu. Donc le projet de RTS donc, qui a été mis en consultation prévoyait ou proposait en tout cas des modifications qui auraient pu porter sur le format lui-même du reporting et surtout sur l'ajout d'un certain nombre de champs dont une partie visait à faciliter le chaînage des transactions et une autre déroulait d'une volonté d'alignement des exigences ou des normes sur les reportings EMIR, SFTR et sur les standards internationaux. Alors cette ambition paraissait tout à fait légitime dans une optique de cohérence. Simplement, l'aboutissement à ce stade dans le papier de consultation ESMA, ça se traduit par l'ajout d'une trentaine de champs supplémentaires. Et là, je crois que l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions » trouve une illustration assez remarquable. Il nous semble qu'on est ici allé trop loin et qu'en tout cas le coût de telles modifications ne serait pas proportionné à l'intérêt que nous y voyons nous-mêmes en tant que régulateurs. Et donc nous soutiendrons dans le cadre des prochains échanges à l'ESMA une simplification de ce reporting. Il appartiendra évidemment à la Commission de déterminer ce que le niveau 1 impose comme modification.
mais nous pensons qu'on peut faire plus simple. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'ESMA envisage de supprimer une base de données dite FITRS qui collecte les données de transparence en provenance des plateformes. La proposition de l'ESMA étant de se fonder sur le reporting des transactions de chacune des entreprises d'investissement pour effectuer les calculs annuels sur la transparence, ce qui renforcera encore l'importance de ce reporting. Je passe maintenant au Listing Act, donc, qui est un paquet législatif global qui amendait plusieurs règlements, notamment prospectus et MAR, avec des modifications qui concernent principalement les émetteurs, mais aussi MIFIR et MIFID, et qui entraient en vigueur en décembre 2024. Donc, ceux d'entre vous qui veulent avoir un panorama d'ensemble, je vous renvoie au dossier thématique complet qui a été publié sur notre site. Je me contenterai pour ma part d'un focus sur le sujet de la recherche, avec deux aspects, celui du financement, du paiement de la recherche et de l'encadrement de la recherche sponsorisée. Donc sur le paiement de la recherche, vous vous souvenez que le Recovery Package en 2021 avait supprimé l'obligation d'unbundling, c'est-à-dire de paiement séparé des coûts de la recherche et de l'exécution pour les valeurs ayant une capitalisation de moins de 1 milliard d'euros. Le Listing Act vient supprimer purement et simplement ce seuil. Donc ça, en termes d'entrée en application, c'est prévu en juin 2026. Donc on revient finalement à un environnement pré-MiFID II, moyennant tout de même quelques conditions à remplir sur les modalités de paiement de la recherche, de transparence vis-à-vis des clients sur ces modalités de paiement et des obligations d'évaluation annuelle de la qualité de recherche reçue par les entreprises d'investissement. Le Listing Act vient par ailleurs encadrer la recherche sponsorisée qui s'est développée progressivement au cours des dernières années. Donc, toute recherche financée en tout ou partie par un émetteur devra porter un label Issuer Sponsored Research et par ailleurs respecter un code de conduite européen, sauf être requalifié en communication à caractère promotionnel. Ce code de conduite doit être élaboré par l'ESMA. Il est actuellement en consultation jusqu'à demain et il vise évidemment à prévoir un certain nombre de standards en termes d'indépendance, d'objectivité et de dispositions pour prévenir les conflits d'intérêts. Et s'inspire notamment de la charte qui avait été mise en place en France il y a maintenant près de 3 ans. Je continue avec quelques rappels sur EMIR 3. Donc, EMIR 3 est né principalement dans un contexte post-Brexit avec la volonté de réduire la dépendance des acteurs européens aux chambres de compensation britanniques, dont certaines ont été jugées systémiques, en particulier sur les dérivés de taux. Donc, en termes de calendrier, le texte a été publié en décembre 2024, lors de la dernière journée RCSI, il est simplement de faire l'objet d'un accord politique. Là aussi, vous avez un dossier thématique sur le site internet de l'AMF qui détaille l'ensemble et qui a été actualisé pour tenir compte des modifications introduites par EMIR 3. Donc, j'insisterai principalement sur l'introduction de l'obligation de détenir un compte actif qui s'applique à toutes les contreparties financières ou non financières qui dépassent les seuils de compensation, donc toujours sur les dérivés de taux. Ce compte actif doit être fonctionnel, aussi bien au plan opérationnel, IT que contractuel, et il doit être en capacité de compenser des volumes importants à tout moment en cas de crise systémique. Par ailleurs, cette obligation de compensation au sein d'un compte actif prévoit l'obligation d'y compenser des transactions représentatives pour les contreparties financières qui dépassent
des encours de plus de 6 milliards. Et donc, il y a un texte de niveau 2 qui vient préciser les critères de représentativité des transactions qui devront être compensées au sein de ce compte. Les précisions sont attendues à horizon du mois de juin, la phase de consultation étant désormais terminée. Ce compte actif rappellera par ailleurs l'objet d'un suivi très étroit, à la fois par le biais d'obligations de reporting semestrielles auprès des autorités en charge de la supervision de ces contreparties. Il y aura par ailleurs une obligation de reporting annuelle, toujours auprès de l'autorité nationale, pour les adhérents compensateurs et leurs clients qui compensent auprès de chambres de compensation de pays tiers, de façon à avoir une vue d'ensemble des lieux de compensation des transactions par les acteurs de l'Union. Et il y a un forum, le Joint Monitoring Mechanism, qui est mis en place, qui réunit vraiment l'ensemble des autorités, y compris Banque centrale et ESA, pour suivre attentivement la mise en œuvre de ce compte et tirer à horizon 18 mois les conséquences éventuelles de son efficacité ou manque d'efficacité pour déterminer si d'autres évolutions sont nécessaires. Je vais passer très vite les prochains slides sur les seuils de compensation, dont les méthodes de calcul sont revues, sur les exemptions à l'obligation de compensation, en insistant simplement sur l'exemption relative aux transactions conclues avec les fonds de pension britanniques, donc plus largement les fonds de pension établis dans un pays tiers au sein duquel le fonds lui-même est exempté de l'obligation de compensation. Au Royaume-Uni, l'exemption est pour l'instant assurée jusqu'en juin 2025. Il y a des évolutions également sur les échanges de marge bilatérales. Et là, j'insisterai simplement sur l'exemption relative aux options sur actions et indices d'actions, qui présentaient des enjeux importants en termes de compétitivité pour certains de nos acteurs, avec un mandat donné à l'ESMA de surveiller les développements réglementaires dans les autres juridictions, et là aussi de refaire un rapport sous 3 ans cette fois. S'agissant des obligations déclaratives, il y a quelques subtilités sur les obligations de déclaration et transactions intra-groupe pour les contreparties non financières, mais il nous semble qu'au final, les évolutions concerneront très très peu d'acteurs. Et puis je rappelle ces nouvelles obligations déclaratives qui sont liées à la nouvelle obligation de disposer d'un compte actif, à la fois obligation semestrielle, obligation annuelle. S'agissant de la compensation au sein de CCP de pays tiers, vous avez ensuite 4 slides que je passe qui rappellent les différents textes de niveau 2 ou 3 en cours d'élaboration, qui viendront préciser un certain nombre de dispositions. Je précise que je n'ai mentionné là que ce qui concerne les entreprises d'investissement adhérents compensateurs et pas les modifications qui concernent les chambres de compensation elles-mêmes, puisqu'il y a également des évolutions concernant la supervision de ces chambres en tant que telles. Et je passe la parole à Jérôme pour vous dire un mot sur le passage à T+1. Oui, je vais être très rapide. Le passage à T+1 est un sujet sur lequel on voulait attirer votre attention dès à présent, parce que le délai dans lequel s'inscrit l'Union européenne pour passer à T+1 est très court. Comme vous savez, c'est un sujet qui est au départ venu des États-Unis. La décision des autorités américaines de passer à T+1 faisait suite à des épisodes de tension de marché, et les autorités américaines avaient considéré que le passage à T+1 permettrait de réduire le volume et la volatilité des marges, et plus largement le risque de crédit, à la suite notamment de l'épisode GameStop. Dans l'Union européenne, je n'arrive pas à passer. Dans l'Union européenne, ce sujet a été d'abord regardé par l'ESMA, qui a publié le 18 novembre 2024 un rapport qui recommandait un passage à T+1 le 11 octobre 2027. Donc le 11 octobre 2027, l'idée de l'ESMA, c'était en fait de donner un délai suffisant aux acteurs, tout en convergeant relativement vite avec les États-Unis ainsi qu'avec
la Grande-Bretagne, qui va aussi passer à T+1 et qui a annoncé un calendrier identique, enfin, oui, en pratique identique. Faisant suite à la recommandation de l'ESMA, la Commission a publié une proposition législative en février 2025. C'est une proposition qui est très courte. Elle se contente simplement de modifier le règlement CSDR de manière complètement paramétrique. Donc, ça soulève tout un tas de questions pour la transition et c'est des questions qu'il faut que vous traitiez dans vos établissements notamment. La question de l'évolution des horaires de la journée, les allocations de confirmation, les impacts sur les ETF, le préemprunt de titres, le régime des pénalités. Donc, toutes ces questions nous ont déjà été signalées par la place. Elles sont en cours de discussion dans des groupes de travail européens qui sont animés prioritairement par l'industrie. Nous avons annoncé dans les priorités d'action de 2025 que nous allions organiser un groupe de travail domestique, principalement avec les associations, et nous comptons sur les associations pour faire remonter les difficultés. Donc, d'une part, il est important que vous contribuiez à ces travaux de réflexion pour qu'on identifie bien toutes les difficultés éventuelles dans la période de transition. Et d'autre part, il est essentiel que, dès maintenant, vous vous posiez la question de savoir quelles sont les évolutions qui sont nécessaires pour permettre le passage à T+1 dans des conditions de sécurité raisonnables et dans le calendrier affiché par les co-législateurs, puisqu'il est très improbable que ce calendrier soit modifié. Passons maintenant à la partie gestion d'actifs. On va devoir accélérer un tout petit peu. Je vais commencer par évoquer la question des commissions de mouvement qui a été déjà évoquée dans les propos introductifs. Donc, comme vous le savez, c'est un mode de prélèvement de frais qui a fait l'objet d'un certain nombre de mesures ces dernières années compte tenu des conflits d'intérêts spécifiques qu'il suscite. Dès 2020-2021, le Collège de l'AMF avait déjà renforcé un certain nombre de garde-fous concernant le prélèvement de ces commissions dans le cadre de la gestion sous mandat. D'ailleurs, des travaux de supervision que nous avons menés récemment montraient que ces mesures n'avaient pas forcément toujours été bien mises en œuvre. Puis une décision d'interdiction de ces commissions dans les fonds d'investissement, donc dans la gestion collective, a été prise à date d'effet, donc ça a été évoqué tout à l'heure, de début d'année prochain. Et plus récemment, la loi Industrie verte est également venue étendre cette interdiction au mandat d'arbitrage, donc dans le cadre de la gestion des contrats d'assurance vie. Il était donc logique que cette interdiction s'étende désormais également à la gestion sous mandat, qui était la dernière activité qui n'était pas soumise à cette interdiction. Donc les dates d'effet sont du 1er janvier 2027 pour le flux, donc pour les nouveaux mandats, et 1er janvier 2028 pour le stock, pour les mandats actuels. J'attire simplement votre attention sur le fait qu'il y a une spécificité du dispositif pour la gestion sous mandat qui est liée au fait qu'il y a un service connexe de tenue de compte conservation qui peut être fourni et que des mesures spéciales ont été prévues pour prévenir le risque que l'interdiction ne soit contournée à travers des prélèvements de frais sur ce service de tenue de compte. Et donc, il y a un petit dispositif à mettre en place dans vos établissements quand vous êtes concernés pour surveiller ce risque. Ensuite, la grande nouveauté en termes réglementaires en 2024 était pour la gestion d'actifs l'entrée en application de la nouvelle version du règlement LTIF. C'est un règlement d'application directe, mais il a quand même fallu prendre un certain nombre de mesures pour adapter le droit national, notamment dans le cadre de la loi Industrie verte et d'une habilitation à légiférer par ordonnance, qui a contenu toute une série de mesures. Donc beaucoup de mesures étaient axées sur un axe de compétitivité, avec notamment, de façon non exhaustive, je peux signaler la clarification du régime des parts traçantes pour les fonds professionnels, la création d'un nouveau véhicule, la SLPS, qui vient enrichir la gamme de fonds français et qui contient une innovation juridique importante, puisque c'est un des rares cas de figure prévus dans le droit français de société sans personnalité morale. D'autres mesures sont encore en cours de finalisation. Je pense en particulier à l'assouplissement du régime des classes de parts et également des mesures sur, en termes de compétitivité, ça me reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. D'autres mesures portent sur, sont techniques, donc pour permettre la mise en œuvre des gates prévus dans les RTS LTIF. D'autres mesures encore ont vocation à essayer d'augmenter, on va dire, le volume d'investissement dans ces fonds LTIF. On a bien vu que c'était un des fils rouges, un conducteur des mesures gouvernementales ces 2 dernières années, avec notamment un assouplissement des règles d'investissement des FCPE. Et puis enfin, dernière catégorie de mesures, des mesures plus spécifiques à l'immobilier. Je signalerai simplement la simplification du process de validation des valeurs de reconstitution et des valeurs de réalisation. On voit bien que par
dans un contexte de volatilité plus élevée des valeurs de l'immobilier. Voilà, cette simplification a beaucoup d'intérêt. Alors là aussi, vraiment très vite, je signale que d'autres mesures sont en cours de discussion. Donc, vous avez sans doute vu passer une consultation sur les critères de mutation des fonds LTIF. Donc ça, c'est définir quels sont les types de changements de fonds LTIF qui nécessitent un agrément préalable de la part de l'AMF. Donc n'hésitez pas à y répondre. Et puis bientôt, voilà, j'annonce l'arrivée prochaine d'une autre consultation sur toute une série de sujets, notamment sur les règles de liquidité des fonds français Evergreen. Donc ça, c'est une question d'articulation quelque part entre nos régimes historiques et les nouvelles règles de gestion de liquidité qui sont issues des RTS LTIF. Une autre série de mesures que j'évoque rapidement sont liées à la loi attractivité. Et tout d'abord, voilà, la fin de l'obligation d'obtenir un agrément pour lancer un EPPCI ou un FPVG. Donc ça, c'est une mesure qui a été proposée par l'AMF dans un souci à la fois de simplification et d'accélération des processus de lancement de ces fonds, mais aussi quelque part de cohérence d'ensemble, puisque ces deux catégories de fonds étaient les deux seules exceptions au principe général de fonds retail égale fonds agréés et fonds professionnels égale fonds déclarés. Deux autres séries de mesures sont prévues dans cette loi. Ils sont issus de deux groupes de travail du Haut Comité juridique de place. Le premier sur l'articulation entre le droit des sociétés et le droit des fonds d'investissement. Et donc, il y a une réflexion intéressante sur la façon de fluidifier cette articulation et de fluidifier le fonctionnement des fonds. Et puis, d'autre part, une deuxième série de travaux sur la liquidation des fonds d'investissement. Donc, on a bien vu que c'était une thématique pour laquelle le droit existant n'était pas toujours très bien adapté et que ça posait potentiellement un certain nombre de difficultés parfois pratiques, ce qui fait le lien et la transition avec les travaux sur la fin de vie des fonds, voilà, qui étaient des travaux qui avaient été menés par l'AMF et qui étaient basés sur ce même constat de difficulté à gérer parfois la fin de vie des fonds et leur phase de liquidation. Et donc là, vous avez un petit résumé rapide d'un certain nombre de mesures qui ont été adoptées cette année et l'année précédente, avec notamment un renforcement du régime de transparence de cette phase de fin de vie, avec notamment une obligation de fournir une information sur l'avancement de la liquidation, un renforcement de l'obligation de moyens pour céder les participations avec l'introduction d'une obligation de rentrer en pré-liquidation, et voilà, toute une autre série de mesures, notamment axées sur l'information, notamment l'extension du délai maximum de blocage des fonds, voilà, puisqu'il nous semblait que dans certains cas, le délai maximum de 10 ans pouvait être trompeur pour les clients, voilà, dans le cas de certaines structurations spécifiques. Je signale, alors sur un autre sujet, la finalisation des travaux sur la mise en place d'un système de fonds de garantie pour les fonds d'investissement. Donc, vous vous rappelez peut-être que cette obligation figurait de longue date dans les directives européennes. Voilà, la France ne s'y était pas pleinement conformée, en considérant pendant longtemps que le risque qui devait être couvert, qui est principalement le risque d'incapacité à restituer les actifs des clients, était un risque relativement faible dans la mesure où les sociétés de gestion avaient l'interdiction de détenir ces mêmes actifs. Voilà, mais au bout d'un certain temps, un certain nombre de difficultés sont apparues, notamment des difficultés de passeport, puisque certains pays étaient venus nous reprocher le fait que notre dispositif n'était pas conforme aux directives, ce qui a déclenché des travaux pour s'y mettre en conformité. Et ces travaux ont vocation à se finir cette année, avec en particulier au printemps, donc dans les prochaines semaines, la gouvernance du FDGR qui va accueillir des représentants des sociétés de gestion de portefeuille et des appels de cotisation qui sont prévus à l'automne. Quelques mots, toujours, je vais essayer d'accélérer encore plus sur DORA, qui est la grande nouveauté réglementaire, je pense, pour cette année 2025. Je vais passer très vite sur le descriptif des grands piliers de DORA qui, j'espère, n'apprendront rien à l'ensemble des membres de la salle. Peut-être un mot sur la gestion des incidents, pour signaler que c'est sans doute le sujet sur lequel nous, du côté des services de l'AMF, nous sommes le plus penchés en ce début d'année, avec, je dirais à peu près à vue de nez, entre 20 et 30 incidents majeurs qui nous ont déjà été reportés depuis le 1er janvier, dont une petite dizaine sur un même événement, en tout cas un événement qui concernait un éditeur de logiciels, et donc plusieurs sociétés de gestion de portefeuille. Donc ce sont des déclarations importantes.
Je vais vraiment passer sur le descriptif, me focaliser peut-être sur les informations qui ont vocation à nous être transmises. Donc ces fameuses déclarations d'incident, vous avez sans doute remarqué que les délais de notification sont extrêmement courts. Donc 4 heures à compter de la classification comme incident majeur et 24 heures au plus tard après la détection de l'incident. Donc cette notification rapide, elle est à la fois utile pour nous, AMF, pour comprendre et prendre connaissance des informations et anticiper d'éventuels effets de rebond ou d'effets de bord sur d'autres acteurs du marché. Je pense qu'elle est aussi parfois utile pour vous, puisque notre petit retour d'expérience sur ces premières semaines et ces premiers mois, c'est que voilà, les experts spécialisés en sécurité cyber de l'AMF qui collectent ces reportings sont parfois en situation de vous accompagner. Dans certains cas, alors, il y a eu des cas assez variés. Dans certains cas, on est en situation parfois d'accompagner les acteurs concernés. Donc c'est quelque chose qui peut être utile, on va dire, à tout le monde. Ce reporting, donc on vous invite vivement à le réaliser sur notre plateforme sécurisée de messagerie. Alors ce qui n'interdit pas de nous contacter par ailleurs. Donc on a eu parfois la question par d'autres moyens plus habituels. Et n'hésitez pas à le faire, bien entendu, si jamais vous considérez qu'il est important d'organiser un échange, notamment par téléphone ou par visio, compte tenu du développement des événements. Mais voilà, il nous semble que c'est important pour les informations les plus sensibles et pour ne pas aggraver les difficultés de passer par cet outil. Au-delà du reporting des incidents, je mentionne un certain nombre d'autres informations qui devront nous être fournies prochainement. Tout d'abord, une description de vos mesures de gestion des risques dans le cadre d'une revue de votre programme d'activité qui aura vocation à nous être communiqué prochainement. La mise en place du registre européen d'information passera par une collecte qui sera organisée sous ROSA. Donc c'est une collecte qui est importante puisqu'elle permet de définir les prestataires critiques qui feront l'objet d'une supervision européenne. Et puis une dernière collecte sur DORA plus spécifique sera par ailleurs adressée au deuxième trimestre, et j'ai oublié de signaler que la collecte du registre devrait être réalisée donc prochainement en avril. Quelques mots sur la thématique LCBFT, signaler la mise à jour de notre analyse sectorielle des risques avec peu de changements, donc dans la continuité des précédents, si ce n'est une augmentation des risques sur certains, notamment sur certaines thématiques crypto. Le paquet LCBFT européen avec notamment la mise en place de l'AMLA, donc la nouvelle autorité de supervision européenne. Donc on pense que c'est un sujet important pour tous les acteurs, ceux qui seront évidemment directement soumis à la supervision de l'AMLA, mais aussi pour les autres, puisque notre retour d'expérience quelque part de l'entité qui préfigurait l'AMLA, qui était un standing committee de l'EBA, la MLSC, donc qui était quelque part l'étape intermédiaire avant la mise en place de l'AMLA, c'est que ce type de gouvernance européenne a tendance à renforcer plutôt le niveau d'exigence globale, puisqu'il y a un point d'ancrage et de référence issu des règles bancaires qui est assez fort et qui entraîne un nivellement par le haut. Donc on l'a vu déjà dans le domaine de la gestion d'actifs et on est susceptible de le voir à nouveau avec la création de l'AMLA. Je signale très rapidement également des mesures sur les suites des recommandations du GAFI avec un renforcement à venir des diligences d'honorabilité qui devront être menées donc sur un périmètre qui reste à définir mais qui concernera davantage de personnes au sein des sociétés. La publication d'orientation de l'EBA. Et je m'arrête un instant sur le dispositif d'échange automatique d'informations, donc qui est un dispositif important sur lequel nous avons le sentiment qu'il y a encore des efforts à réaliser au sein d'un certain nombre de sociétés de gestion de portefeuille. Et je signale que voilà, une revue par les pairs organisée par l'OCDE est en cours, donc c'est un peu le même format que les visites du GAFI, mais dans l'univers d'échange automatique d'informations. Et que dans ce cadre, nous allons encore davantage renforcer notre action sur cette thématique via notamment le renforcement des échanges avec la DGFiP et la mise en place d'un questionnaire dédié à cette thématique. Je vais passer maintenant la parole à Jérôme. Je vais passer très très vite, juste pour signaler, pour que vous l'ayez en tête, qu'une consultation a eu lieu sur la question de l'intermédiation financière non bancaire, NBFI, dans le jargon bruxellois, qui pourrait être d'intérêt pour vous, puisqu'elle va déboucher sur une initiative réglementaire qu'on attend et qui pourrait renforcer le cadre de gestion de la liquidité, notamment pour les fonds ouverts.
Nous verrons ce qu'il adviendra de cette question qui est en cours de débat au sein de la Commission. Ce qui vous intéresse peut-être plus immédiatement et plus directement, c'est les travaux en cours sur les outils de gestion de la liquidité, qui sont pour le coup des travaux de niveau 2 en application des révisions des directives AIFM et OPCVM. Donc je pense que vous avez tous repéré à l'automne dernier la consultation publique conduite par l'ESMA sur des projets de RTS et d'orientation sur la disponibilité des outils de gestion de la liquidité dans les deux catégories de fonds. Donc le seul point que je voulais signaler, c'est que ces RTS et ces orientations sont en phase de finalisation à l'ESMA et devraient être publiés très très prochainement. On s'attend à ce que le projet final de RTS soit envoyé à la Commission en avril et la Commission devrait l'adopter sans modification. Donc ça se traduira pour vous par de nouvelles obligations concrètes de disponibilité de ces outils. Mais la France, comme vous savez, a un peu anticipé certaines de ces nouvelles exigences. Alors je garde la main, mais je vais aller très vite pour vous signaler aussi les débats qui ont lieu sur la Retail Investment Strategy. Alors je vais faire très vite parce que ce sont des débats dont on ne sait pas exactement comment ils vont atterrir. Donc, je pense que vous avez tous en tête la Retail Investment Strategy, c'est un texte très ambitieux qui couvrait un grand nombre de thématiques hérité de l'ancienne mandature. Il est actuellement en cours de trilogue, puisque sous l'ancienne mandature, le Conseil et le Parlement européen s'étaient mis d'accord sur un texte, mais ce trilogue est un peu atypique, puisqu'en fait, ce sont des nouveaux co-législateurs qui vont le conduire, et ils ont des priorités politiques complètement différentes. Il y a deux grands sujets. Il y a la question des rétrocessions, sur laquelle l'idée initiale de la Commission était une interdiction partielle. Et il est maintenant tout à fait clair qu'il n'y aura pas d'interdiction, même partielle, enfin, en tout cas, sauf énorme surprise, puisque autant le Parlement que le Conseil ont pris une position inverse. Mais il y a tout un tas de dispositions périphériques qui ont été introduites autour de les conditions dans lesquelles les rétrocessions sont autorisées, qui, elles, sont en cours de discussion. Et puis, alors, de manière beaucoup plus immédiate, je dirais, il y a une discussion actuellement sur la notion de value for money, avec l'hypothèse de la mise en place d'un nouveau reporting sur les coûts et d'un exercice de constitution par les autorités européennes d'un benchmark qui serait utilisé soit par vous, soit par nous, soit par les deux. Et ce point va faire l'objet de discussions, je pense, dans les semaines qui viennent. On s'attend à ce que cette semaine, la présidence polonaise organise le premier trilogue. Un petit rappel ensuite sur les règles de distribution, donc, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'établissements aujourd'hui qui commercialisaient des produits qui n'étaient pas autorisés à la commercialisation, donc notamment dans des situations où certains clients donc, exprimaient le souhait d'effectuer de la reverse sollicitation, donc de façon licite, sur certains produits non commercialisables. Donc on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'établissements avaient tendance, une fois que cette reverse sollicitation avait été faite, à garder un accès en fait assez large aux autres clients dans le catalogue à ce produit. Donc voilà, je vous invite à faire preuve de vigilance sur cette question et à faire quelque part attention à ne pas commercialiser ces produits suite à ces événements-là. Je rappelle que les ETF sont des placements collectifs et que donc du coup les ETF domiciliés en pays tiers nécessitent une autorisation à la commercialisation pour pouvoir être commercialisés en France, ainsi que je rappelle que le règlement PRIPS introduit une obligation très très large de remise du DIC PRIPS pour tout cas de vente pour le distributeur. Donc c'est une notion extrêmement large qui s'applique aussi en général à ce type de cas de figure. Quelques mots rapides sur la publication que je vous invite à regarder si vous êtes concerné sur les AMC, sur les Actively Managed Certificates, dont on a vu qu'ils se sont développés ces dernières années. Alors toute proportion gardée, c'est pas encore c'est pas du tout dans des volumes équivalents aux EMTN structurés en général, mais en tout cas c'est un produit qui s'est plutôt développé. Et voilà, il m'a semblé utile de rappeler un certain nombre de règles. Alors d'une part des rappels réglementaires sur la nécessaire bonne information des clients sur les caractéristiques de ces produits qui sont quand même relativement complexes, la vérification des connaissances et d'expérience du client compte tenu de cette complexité, et le fait de s'assurer de bien appliquer la position 2010-05. Par ailleurs, cette publication établit un certain nombre de nouvelles recommandations qui ne sont pas des obligations réglementaires, mais nous encourageons assez vivement, vu la complexité de ces produits, à les regarder et à les analyser. Notamment donc la recommandation d'établir un marché cible positif assez limité
sur les critères de connaissance et d'expérience, fournir de la transparence en cours de vie du produit et recourir à des prestataires, à des personnes qui sont habilitées, agréées pour la gestion d'actifs, la gestion pour compte de tiers, pour prendre les décisions de rebalancement. Nous allons terminer ce panorama avec un mot sur la révision du règlement benchmark. Son entrée en application est prévue au 1er janvier 2026. Donc l'essentiel à retenir, c'est une revue du périmètre des indices concernés avec la sortie des indices dits non significatifs du champ d'application. Donc ne restent dans le champ que les indices critiques significatifs, les indices climatiques, PAB, CTB et certains indices sur matières premières. Il y a par ailleurs une évolution concernant la supervision des administrateurs d'indices qui avalisent dans l'Union des indices de pays tiers qui seront désormais supervisés par l'ESMA. Un mot pour terminer sur le règlement MiCA. Alors, il concerne à ce stade en tout cas une toute petite minorité d'entre vous. Je ne vais pas revenir en détail sur le cadre posé par ce règlement pour la fourniture de services sur cryptoactifs. Il emporte un certain nombre de dispositions à la fois en matière de LCBFT, de résilience opérationnelle et IT avec un renvoi au règlement DORA, et puis des dispositions en matière d'abus de marché et en matière de protection de la clientèle qui sont inspirées de l'univers MIF en plus léger tout de même. Vous avez ici ces quelques slides qui vous rappellent l'essentiel des exigences. Le régime nominal, je dirais, c'est un régime d'agrément obligatoire donc pour les prestataires qui souhaitent fournir ces services dans l'Union et bénéficier par là même d'un passeport européen. J'insiste devant vous plus particulièrement sur le régime de notification qui est ouvert aux entités financières déjà régulées sous un autre statut. Donc, ce régime permet aux établissements de crédit de fournir tout type de services sur cryptoactifs. Pour les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion, il permet simplement de fournir les services équivalents à ceux pour lesquels l'entité est déjà agréée en vertu de la réglementation financière. Pour les autres services sur cryptoactifs, le régime classique d'agrément obligatoire s'impose. Donc typiquement, une entreprise qui serait autorisée dans le monde traditionnel à fournir le service de conservation n'est pas autorisée dans le monde MiCA à fournir le service de transfert sur cryptoactifs et peut donc se trouver dans une situation de devoir cumuler une notification et un agrément. Si j'en reviens à la notification en termes de fléchage, les notifications doivent être adressées à l'ACPR pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, avec ensuite un partage de compétences pour la revue qui implique l'AMF. Et les notifications doivent être adressées à l'AMF pour les sociétés de gestion. Le dossier de notification ressemble en réalité à un dossier d'agrément avec une liste de pièces qui est précisée dans un RTS déjà publié et qui devrait être adopté très prochainement. J'attire votre attention sur le fait que les délais sont extrêmement courts puisque les autorités disposent de 20 jours pour examiner la complétude. Alors, en cas d'incomplétude, il y a une période de suspension qui peut aller jusqu'à 20 jours, mais en tout état de cause, ce sont des délais extrêmement contraints. Donc, on vous invite vivement, si jamais vos établissements ont des projets en ce sens, à prendre contact avec l'autorité d'agrément, donc que ce soit la CPR ou nous, avant de déposer un dossier, de façon à le préparer dans les meilleures conditions. Et par ailleurs, si jamais votre établissement est contraint à cumuler une procédure de notification et un agrément, il est évidemment largement préférable, voire impératif, de traiter conjointement les deux, puisque d'une part, ça évite des doublons au moment de l'instruction, et puis en termes de lisibilité pour les clients, ce serait totalement incompréhensible d'avoir un acteur dont une partie des services serait autorisée dans un premier temps sous la notification, en attendant que les autres le soient sous l'agrément.
Donc c'est vraiment important de prendre contact avec nous en amont en cas de projet. Et par ailleurs, les services de l'AMF sont là pour vous accompagner. Je vous renvoie à un certain nombre de dossiers qui avaient déjà été publiés sur notre site internet si jamais ce secteur concerne un projet au sein de votre établissement. Voilà, nous en avons terminé et il me revient le plaisir de vous convier à une pause café et à reprendre à 10h50 pour la suite de cet événement. Merci à tous.